Et on va donc s'interroger sur ce massacre d'Orlando. Omar Mateen, l'auteur du massacre, avait fait allégeance à l'organisation État islamique. Il était connu du FBI. Je suis avec Shem Sakrouf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en renseignement, auteur de Daesh et Al-Qaïda, le risque terroriste en France, aux éditions UPPR. Est-ce qu'on peut dire qu'Omar Mateen a clairement été missionné par l'organisation État islamique qui revendique l'attentat ? Alors c'est difficile, l'enquête est en cours. À savoir s'il y a un lien avéré ou pas, ça reste potentiellement possible, mais on ne le sait pas. Se revendiquer d'eux en passant à l'acte, c'est aussi possible. Donc c'est difficile d'évaluer s'il y avait un lien direct avec l'organisation. Alors, la thèse du loup solitaire qui se radicalise tout seul et qui fait allégeance à Daesh au dernier moment est quand même assez plausible, d'autant que le tireur est décrit comme quelqu'un d'instable, voire bipolaire. Alors moi, le terme loup solitaire, il me paraît utilisé régulièrement, mais ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des catégories de profils. On a l'individu qui va agir par idéologie, qui a un lien avec une mouvance telle que l'État islamique, et qui va agir en ayant conscience que son engagement est pour une cause. Donc il peut prendre les armes, tuer, on l'a vu avec les attentats qu'on a subis en France. On a le B, donc celui-là peut avoir des troubles mentaux, peut être identifié par une mouvance terroriste et peut être donc manipulé. Donc on l'amène d'une problématique de bipolarité ou de schizophrénie à passer à l'acte en le manipulant parce qu'il est fragilisé. Et on a le C, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui n'est pas forcément en lien, qui n'a pas été manipulé, qui peut agir pour des histoires personnelles et de par son action ou en prêtant allégeance, va créer une forme de lien, de signature sur son acte. Et là, on est sur du copycat. Donc, 3 types de catégories qui, pour l'instant, font l'objet d'études comme à Lyon 1 ou à la Fédération française de psychocriminalistique. Ça va nous aider, ça, à détecter les... C'est-à-dire qu'on l'a vu avec l'armée américaine qui, pendant sa période en Irak, lorsqu'elle était là-bas pour sécuriser le pays, avait identifié que des SDF qui avaient été rejetés de leur famille pour des raisons sociales avaient souvent des problèmes psychologiques ou psychiatriques et étaient utilisés par les terroristes. Donc l'armée américaine, à l'époque, les avait sortis des rues pour éviter qu'ils soient manipulés ou qu'ils deviennent des kamikazes. Alors, radicalisation, mais aussi haine des homosexuels, qui pourrait être sa première motivation. Alors, effectivement... Son père le disait. Oui, de là à dire que c'est le facteur aggravant qui, lui, a donné dans son subconscient l'envie de passer à l'acte. Mais on l'a vu, les cibles, c'est quoi ? C'est tout ce qui va à l'encontre des fondamentalismes religieux musulmans. C'est-à-dire, c'est les juifs, c'est tout ce qui ne va pas dans la doctrine de leur charia. Donc effectivement, là, on a sur une boîte de nuit aux États-Unis, à Orlando, un établissement qui est connu pour recevoir des homosexuels. Oui, c'est une cible potentielle pour des individus en lien avec du terrorisme. On peut faire quand même le parallèle avec la tuerie du Bataclan. Là, encore une fois, ce sont des jeunes qui sont attaqués dans leur mode de vie. Effectivement, c'est-à-dire que c'est difficile d'obtenir une cible où il est facile d'avoir autant de gens pour pouvoir passer à l'acte. Donc oui, alors il y a plusieurs combinaisons. Est-ce que c'est intéressant pour un terroriste d'avoir une cible telle que cet établissement à Orlando? Oui. Est-ce que c'est intéressant pour des terroristes de s'attaquer à un endroit où on fait la fête avec un groupe de musique rock? Oui, c'est intéressant. Donc en fait, ce qui les limite, c'est l'opportunité. C'est la capacité de pouvoir faire très très vite quelque chose de grandiose. La stratégie américaine de lutte contre le terrorisme est mise en cause parce que le FBI avait classé 2 enquêtes de radicalisation dont faisait l'objet le tireur, et il avait été interrogé 3 fois par le FBI. Eh bien, on revient sur les mêmes problématiques qu'on a en France. Vous interrogez quelqu'un, s'il n'a pas de lien direct avec une mouvance terroriste, et que lorsqu'il est interrogé, il ne se déclare pas potentiellement dangereux ou qu'il dit que non, en fait, c'est un malentendu, si vous n'avez pas de preuves... 3 fois quand même, interrogé 3 fois. Oui, mais ça veut dire qu'il n'a pas disparu dans la grille des gens potentiellement nuisibles. Mais apparemment, au vu de ce qu'avaient les autorités américaines à ce moment-là, il n'était pas considéré comme potentiellement dangereux. Mais de là, justement, à peut-être pousser l'investigation pour voir si effectivement ces troubles mentaux n'ont pas permis à des groupuscules de le manipuler ou alors qu'il ne soit pas en lien directement, mais qui se revendiquent d'eux. Là, on est sur des problématiques de psychologie et de médecine. Donc c'est difficile pour des services de renseignement définir si tel individu ou un autre est potentiellement dangereux par sa psychologie. Comment un homme connu pour sa radicalisation, quand même, a pu acheter des armes si facilement, même si on sait que la législation aux États-Unis pour l'achat d'armes est très, très permissive? Vous venez de le dire, c'est très permissif. Et le fait qu'avec une pièce d'identité, si vous n'avez pas de casier judiciaire et qu'on ne croise pas les données... Et le fait d'avoir été interrogé par le FBI, d'avoir eu 2 enquêtes, ça n'influe en rien? Ça peut influencer s'il y a
Si dans les échanges qu'il a eu avec le FBI, on a signalé sa dangerosité, mais de là, tant qu'il n'y a pas de condamnation, on ne peut pas vous interdire quoi que ce soit. Donc le fait que les autorités l'aient reçu, l'aient entendu sur cette problématique-là, et de là qu'on puisse faire un lien en disant à tous les vendeurs d'armes aux États-Unis, cet individu-là est interdit, il n'y a pas eu d'éléments fournis à ces vendeurs d'armes. Alors, comme ça s'est passé en France, hein, c'est un citoyen américain, ce sont des citoyens qui se retournent contre leur propre pays. Comment on peut identifier ces gens-là, puisqu'on voit bien, les enquêtes ne mènent à rien, on n'arrive pas à faire des liens? Alors c'est la difficulté, c'est entre les gens qui sont rentrés de Syrie, ceux qui épousent... Ils sont plus faciles à identifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils doivent apparaître dans l'écran radar des services de renseignement. Ils apparaissent comment? En ayant été identifiés sur zone, en étant en lien avec des individus surveillés. Donc ce maillage, cette toile que les services de renseignement intérieur et extérieur combinent pour pouvoir avoir des gens clairement identifiés. Si vous avez un individu qui rentre de Syrie, il va aller voir 3 autres individus qui vont à la même mosquée s'ils vont à la mosquée. De ces gens-là, on arrive à 40 individus. Pour suivre un individu physiquement en filature, il faut monter à 12 personnes, multiplié par le nombre de gens potentiellement dangereux. Donc on est sur des méthodes qui ne peuvent pas donner grand-chose. Et on va dire quoi au service de renseignement? S'il reste sur quelqu'un pendant 2 ans ou 1 an, on va leur dire pendant que vous le surveillez cet individu, 2 autres sont passés à l'acte. Donc on est sur des problématiques constantes sur les moyens, les méthodes. Donc comme je l'avais dit une fois sur votre plateau, la vraie problématique, c'est de pouvoir avoir des gens qu'on peut infiltrer, des gens qu'on peut inscrire sur une démarche de séduction par ces groupuscules pour pouvoir avoir du renseignement pertinent et pouvoir anticiper d'éventuels attentats ou d'autres menaces potentielles. Mais pour l'instant, c'est très difficile pour nos services, comme pour les Américains. Et ce qu'il faut, c'est remonter à la source, aller du côté des recruteurs. C'est-à-dire avoir des gens qu'on puisse infiltrer pour pouvoir connaître un peu la planification, l'étendue du réseau, des noms de futurs recruteurs, ou voilà, toutes ces données-là qui permettent aux enquêteurs d'être pertinents et d'être efficaces. Mais bon, c'est très difficile. Parce que c'est difficile, vous n'aimez pas le terme de loup solitaire, c'est vrai, mais des individus isolés comme celui-là, ils sont quand même très difficiles à détecter. C'est-à-dire que quand vous dites le loup solitaire, enfin les gens disent le loup solitaire, ça veut dire que c'est un individu qui est en lien avec personne. Oui. C'est possible. Mais donc, je préfère parler de catégories de gens isolés qui vont passer à l'acte et qui n'ont pas de lien direct avec des gens qui vont dire fais ça ou fais ci, mais qui peuvent passer à l'acte par des problèmes personnels ou des problèmes idéologiques, mais ceux-là ne sont pas en lien. Oui, donc effectivement, c'est des loups solitaires, mais on est en train de travailler justement sur les profils des individus pour essayer de comprendre ceux qui sont en lien, ceux qui représentent une vraie menace et ceux qui doivent faire l'objet d'une vraie surveillance médicale. Oui, parce que ceux-là, ils sont quand même très difficiles à détecter. Tout à fait. C'est la vraie difficulté, c'est de savoir à quel moment ces gens-là qui sont autonomes peuvent passer à l'acte, quels sont les signaux faibles qui vont nous permettre ou pas de pouvoir les recevoir au sein des services de renseignement pour pouvoir les traiter, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils représentent en réelle menace. Oui, c'est très difficile. C'est une attaque qui pourrait encore une fois avoir lieu en France, pendant l'Euro notamment? Pendant l'Euro, après l'Euro, oui, quand vous avez des individus qui ne sont pas liés à des mouvances terroristes et qui basculent du jour au lendemain sur un phénomène complètement hasardeux, ça peut être la perte d'un parent, quelque chose qu'il a vu dans l'actualité et qui le font basculer, à aucun moment, ces individus-là ne sont en lien avec des mouvances, donc ils ne sont pas détectables. Ça a rappelé aux États-Unis qu'ils étaient une cible privilégiée du terrorisme. Tout à fait, comme tous les pays qui sont engagés dans la lutte antiterroriste en Syrie et en Irak, effectivement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour essayer donc de répondre évidemment à toutes ces questions que l'on se pose après ce massacre. Tout de suite, vous retrouvez Ils font l'écho. Isabelle Gounard reçoit Philippe Renaud, le directeur général de Careco, spécialiste du recyclage automobile.